Bonjour à tous et bienvenue pour un 8e épisode du seul et de l'unique Chaka Concept Podcast. Dans ce 8e épisode, nous allons parler du gluten et du lait, donc de toute la problématique qui se passe autour de ces deux aliments, de ces deux... allez, soyons fous, aliments, donc on va dire globalement plutôt le blé et le lait. Donc premièrement, je vais faire une petite intro et je vais vous donner quelques actualités. Donc évidemment, suivez-moi sur Instagram pour être au courant de tout ce qui sort sur Chaka Concept, que ce soit podcast, vidéo, articles, etc. Deuxièmement, si vous voulez me proposer des sujets, quelque chose qui vous intéresse, que vous voulez que je traite, je le ferai avec plaisir. Il suffit de me contacter soit par les réseaux Instagram, Facebook, YouTube, soit par mail. Vous avez un mail sur mon site, donc n'hésitez pas. Finalement, je vous rappelle que j'ai un blog donc, où j'écris des articles 2 par semaine en moyenne, enfin minimum 2 par semaine, où j'écris des articles sur le CrossFit. Donc c'est un blog CrossFit. Évidemment, le CrossFit touche beaucoup de disciplines, beaucoup de choses. Donc vous pourrez retrouver sur ce blog des conseils en nutrition, donc tout ce qui est perte de poids, prise de poids, astuces, conseils pour manger mieux. Vous aurez des astuces d'entraînement, que ce soit pour le CrossFit en général, que ce soit pour du strongman, que ce soit pour du powerlifting, de la gymnastique, comment passer ses premières tractions, des choses comme ça. Donc si ça vous intéresse, je te laisse te rendre sur ce blog qui sera, l'adresse est en description de la vidéo ou du podcast si tu es sur SoundCloud. Donc voilà pour l'intro, on va directement plonger dans notre sujet du gluten, donc le blé et du lait. Donc premièrement, vous le savez, de plus en plus de personnes développent des intolérances et des problèmes, des maladies même liées à ce blé et à ce lait. Donc évidemment ça devient un phénomène de mode, ça prend beaucoup d'ampleur, mais on va maintenant développer un peu mais qu'est-ce qui pose problème dans ce lait et dans ce gluten. Et on va essayer d'aller un peu plus loin. Évidemment le sujet est très vaste, le but sera ici de simplifier les choses pour que ça ne dure pas 15 heures. Alors commençons par le lait. Donc évidemment quand on parle de lait, je parle de lait de vache. C'est celui qui pose le plus de problèmes. Si vous prenez du lait de brebis, il y aura de lait de chèvre ou d'autres laits, ça posera moins de problèmes. Et je vous rappelle également que les laits végétaux ne sont pas du vrai lait animal, ça vient de végétaux et il ne pose pas de problème à moins que vous soyez allergique aux amandes ou à je ne sais quoi. Donc ce lait de vache pose problème pour différentes raisons. Alors ça peut être premièrement que vous ne le... de toute façon, ce sera globalement un problème digestif, c'est comme ça qu'on le remarque. Soit problème digestif, ça pourra être lié à des grosses fatigues, des mal de tête peuvent être liés à également ce lait. Mais globalement, le point de départ sera lors de la digestion et ça sera l'indicateur en fait que quelque chose ne va pas. C'est que globalement, vous ne digérerez pas bien, donc avec tous les problèmes qui s'ensuivent, que ce soit flatulence, diarrhée, des choses comme ça, qui seront clairement des signes que quelque chose ne va pas. Donc, si cela doit vous arriver, peut-être que ce lait est un des facteurs qui vous cause ce problème. Donc, le lait peut poser problème pour le lactose qu'il contient, qui est un sucre. Nous avons des enzymes, donc des composés chimiques qui dégradent le lait quand vous le buvez. Il y a des petits ciseaux qui sectionnent les molécules de lait pour les rendre plus petites et plus digestes et pour faciliter la tâche, pour l'absorber en fait. On va dire ça comme ça. Donc ces enzymes qu'on appelle lactase qui digèrent, qui séparent, qui coupent, qui prédigèrent le lactose, tout le monde a ces enzymes dans le corps, mais elles diminuent petit à petit avec l'âge. Plus vous prenez de l'âge, moins vous avez d'enzymes. Pourquoi? Tout simplement parce que
dans la nature, nous sommes faits pour boire notre lait maternel pendant, je ne sais pas, un certain temps. Et ensuite, on est assez grand pour se débrouiller, pour trouver autre chose à manger que de boire du lait. Donc, chez les animaux, c'est exactement le même principe. Vous voyez jamais un cheval à 10 ans téter sa mère. C'est un concept qui n'existe pas dans la nature. Nous sommes les seuls, je ne sais pas s'il y a des exceptions, je n'ai pas cherché, mais nous sommes les seuls animaux à continuer à boire du lait en plus d'un autre animal, alors que nous savons digérer d'autres aliments, alors que nous pouvons manger d'autres aliments. Donc ce lactose peut poser problème, c'est normal, plus vous prenez de l'âge, moins vous le digérez bien, c'est aussi normal. Certains peuples, notamment les Asiatiques, ont naturellement moins d'enzymes digestives pour le lait, donc c'est lactase. Ils digèrent moins bien le lait, c'est génétique. Un deuxième point qui peut poser problème dans le lait, c'est la protéine de lait, donc la caséine. La caséine peut être, on va dire, peut agresser votre paroi intestinale et donc l'enflammer. Encore une fois, je vous rappelle, certaines personnes seront plus sensibles que d'autres. On a chacun une sensibilité différente à tous ces aliments en fait. Comme certains sont allergiques aux noix et d'autres pas, là c'est exactement le même concept. Sauf que le lait est quand même quelque chose qui pose, et le gluten d'ailleurs, sont deux composés qui posent beaucoup plus de problèmes que la normale. Donc voilà. Donc cette caséine peut poser problème. Ensuite, il peut avoir un problème à cause des hormones de croissance, donc IGF-1. Dans le lait maternel, il y a également des facteurs de croissance qui sont, on va dire, adaptés à la croissance d'un humain. Ici, le problème est que l'on va boire des facteurs de croissance qui sont adaptés à la croissance d'un veau, donc ils sont faits pour pour que le veau prenne, je sais pas, 100, 200, peut-être 300 kilos, je sais pas, en une année. Donc évidemment, vous vous rendez compte que quand le corps humain reçoit ça, il se dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on m'envoie là, on m'envoie une énorme info. Donc c'est assez déroutant et ça peut poser également problème. Ce lait, lorsqu'il est ingéré, chez certaines personnes, va créer des trous, des fuites dans va rendre l'intestin non perméable. Il y aura des petites fuites, donc vous avez votre tube, et c'est comme si tout à coup il y avait une petite fuite d'un côté et de l'autre, c'est comme si un tube était un peu percé. Donc globalement, le lait va créer ça. Le problème qui s'ensuit, c'est que des molécules vont s'infiltrer en dehors vont passer outre les processus de défense, etc. du corps. Donc vous avez votre tube, ensuite vous avez l'absorption qui est normale, qui se fait, et là vous avez quelque chose qui n'est pas sélectionné par ces cellules absorbantes, donc ça passe un peu au travers. Le problème est que ces molécules se retrouvent dans le corps comme ça, et cela pose différents problèmes. On sait notamment que ce genre de processus, donc ça s'appelle l'intestin poreux si jamais, donc un problème de perméabilité intestinale, et on sait que ces molécules qui s'échappent peuvent être des précurseurs de différents cancers et maladies auto-immunes. Donc effectivement c'est pas rien. J'ai lu récemment que ils avaient pris comme vous savez, on va parler du diabète là, comme vous savez il y a des personnes, il y a différents types de diabète, et le diabète de type 1, donc le plus impactant pour l'organisme, le plus handicapant, on va dire ça comme ça, est un dérèglement génétique en fait. Donc globalement le corps va auto-attaquer ses cellules productrices d'insuline. Dans le cas du lait, vous avez dans le lait de l'insuline bovine. Donc comme l'être humain, la vache a de l'insuline pour régler sa glycémie, donc le taux de sucre dans le sang. Et là, lorsque ces diabétiques, ils ont pris plein de diabétiques, qui avaient une prédisposition génétique à avoir le diabète de type 1, et chez ces diabétiques, il y en a certains qui ont reçu
du lait de vache tout simple comme ça avec cette insuline bovine, et d'autres on a enlevé cette insuline pour voir la différence, et on s'est rendu compte que chez les personnes qui avaient cette insuline, il y avait un plus grand déclenchement, du moins plus rapide, de ce diabète. Donc c'est pour dire que c'est pour montrer l'influence qu'a globalement ce lait sur nous. Après, encore une fois, je le répète, il y a, ça c'est des exceptions, ça touche pas une personne sur deux, et même si cette porosité intestinale est présente chez beaucoup de monde, ça ne veut pas dire que du moment où vous avez ça, vous allez avoir un cancer ou une maladie auto-immune ou je ne sais quoi. Donc, dédramatiser la chose, c'est pas en buvant du lait de temps en temps que vous aurez ça. Et évidemment, comme dans tout, certaines personnes qui font entre guillemets tout mal, qui peuvent manger des fast-food de 10 ans à 100 ans, n'auront jamais rien, comme d'autres qui en mangeront une fois, auront quelque chose. Donc c'est pour un peu relativiser la chose. Toutefois, on peut voir que statistiquement, il serait plus intéressant de diminuer, voire de supprimer sa consommation de lait. Voilà, ça c'était pour le lait. On va passer au gluten, qui a une problématique relativement semblable. Alors premièrement, le gluten, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de protéines, d'un ensemble de protéines contenues dans le blé, enfin le blé et ses dérivés. Donc le blé, le kamut, l'épeautre, il y a même l'avoine. L'avoine, c'est pas exactement du gluten, mais ça a le même effet sur l'organisme, enfin un peu plus léger. Toutefois, parce que les personnes qui sont cœliaques, donc qui ont vraiment une allergie au gluten, ne peuvent pas manger d'avoine. Donc ce gluten touche beaucoup de céréales, la majorité presque. Évidemment le seigle est touché, l'orge également. Bref, je ne vais pas vous faire la liste de tous les céréales qui existent. Le plus gros problème, c'est évidemment le blé. Donc à la base, je sais pas, vous avez certainement déjà vu une vidéo comme ça, mais à la base, le blé était une plante sauvage, comme toutes les autres plantes, comme toutes les plantes qu'on a domestiquées aujourd'hui globalement. C'était une plante sauvage qui avait 12 chromosomes. Donc rien de fou jusque-là. Mais à partir des années 50, il y a eu ce qu'on appelle la révolution verte. Donc on s'est rendu compte que la population mondiale augmentait relativement rapidement, et on s'est dit, on exploite déjà beaucoup de terres, donc si la population mondiale double, ou si on gagne encore 2 milliards de personnes sur cette terre, il y aura un problème à nourrir toutes ces nouvelles personnes et toute la population. Donc on s'est dit, ce qui était très intelligent d'ailleurs, on s'est dit, au lieu de démultiplier la surface cultivable sur la planète, donc faire globalement plus de champs, raser les forêts pour faire des plantations, on va rentabiliser chaque surface que l'on a déjà. Donc on va, au travers de sélection, de croisement, de modification génétique, créer des plantes qui produisent plus. Par exemple, l'épi de blé maintenant est beaucoup plus grand, dans le sens où il y a plus de matière exploitable sur cet épi qu'il y en avait je sais pas, au paléolithique, on va dire, néolithique, ou l'année que vous voulez, il y a très longtemps. Donc par rapport à ces chromosomes, le blé ancestral en avait 12, il en a aujourd'hui 48. C'est pour vous dire le nombre de modifications qu'il y a eu encore et encore et encore pour créer un blé résistant aux intempéries, au froid, produisant plus, étant à une certaine hauteur pour être bien récolté, etc. Donc ça continue. D'abord c'était évidemment des croisements d'espèces entre une espèce et une autre pour garder le blé, mais qui prennent des propriétés différentes. Et finalement, avec l'arrivée et le développement de la génétique, on a créé aujourd'hui des OGM, donc on sélectionne les caractéristiques génétiques que l'on veut pour ce blé, et au final on fait des plantations. Donc évidemment à éviter ce genre de choses, mais lors de ce chemin, ce blé, lors de ce chemin, ce blé, lors de ces modifications génétiques,
c'est à ce moment-là que la teneur en gluten a augmenté et est devenue, on va dire, génétiquement méconnaissable du corps. Donc c'est comme si le corps ne connaissait plus ce gluten, donc le gluten dans le blé moderne aujourd'hui. Donc c'est comme si vous buvez, je sais pas, du coca ou je sais pas, une eau, une certaine eau, votre corps la connaît, et tout à coup, vous changez totalement, vous buvez de l'eau qui vient de Mars. Votre corps n'a jamais vu ça, donc il ne sait pas comment réagir à ça, il ne sait pas comment la digérer, il est complètement perplexe face à ça. Et c'est exactement ce qu'il se passe aujourd'hui avec ce gluten contenu dans ces céréales, le blé étant le plus modifié, donc le plus agressif pour le corps. Donc, l'intestin reçoit ce blé et se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cela? Comment est-ce que je réagis à ça? Donc, évidemment, encore une fois, certaines personnes n'ont pas de problème, certaines personnes ont beaucoup plus de problèmes que d'autres, certaines personnes développent des intolérances et certaines personnes développent, donc lorsqu'il y a allergie, c'est le système immunitaire qui se bat contre cet antigène, ce déclencheur, ce stimulus négatif qu'il veut combattre. Lorsque l'on parle de sensibilité au gluten, il n'y a rien à voir avec le système immunitaire, c'est tout simplement un problème de digestion, une sensibilité digestive. Comme vous pouvez être sensible, je ne sais pas, si vous mangez des lentilles, vous pouvez avoir des problèmes de digestion avec les lentilles. C'est exactement la même chose pour le gluten. Le problème est que ce gluten pose beaucoup de problèmes de sensibilité et que des personnes se plaignent de grosses douleurs, de grosses fatigues, encore une fois de migraines comme avec le lait, etc. Donc c'est pour ça que, on rejoint le lait par rapport à ça. C'est pour ça que chez certaines personnes, il conviendra de ne plus en manger tout simplement. Après, encore une fois, on rejoint le lait par rapport à ça, c'est que ce gluten va agresser la paroi absorbante de l'intestin et donc toucher la perméabilité intestinale. Donc encore une fois, ces petites fuites dans le tuyau, comme je l'ai dit précédemment avec le lait, et ces petites fuites, encore une fois, vont amener à différentes maladies. Encore une fois, cancer et maladies auto-immunes sont quelques-unes parmi tant d'autres. Donc ça, c'est pour l'impact qu'ont ces deux substances, donc ce lait et ce blé. Alors, est-ce que tout le monde devrait supprimer ces aliments de son alimentation? Est-ce que, même si je n'ai pas de problème à digérer, je devrais supprimer le lait et le blé? Après, ça c'est évidemment à vous de le savoir. Maintenant, vous savez à peu près le cheminement, enfin, qu'est-ce qui se passe avec ces composés. Donc, c'est un peu à vous de décider, est-ce que vous voulez garder ou ne pas garder ce blé, enfin, ce gluten, entre guillemets, et ce lait. Donc, évidemment, on a tous, comme je le rappelle, on a tous une sensibilité digestive qui est différente. Donc, moi, je vous invite à supprimer tout aliment qui va vous poser des problèmes de digestion. Lorsqu'il y a un problème de digestion, c'est qu'il y a un problème d'absorption, il y a quelque chose qui ne marche pas, donc c'est néfaste. Ça ne peut pas être positif de mal digérer en fait. Donc c'est comme je l'avais dit pour les compléments alimentaires, si vous prenez un complément alimentaire et que vous avez mal au ventre et que vous ne le digérez pas, supprimez, enfin ne le prenez pas. Donc c'est un peu c'est un peu le conseil, enfin le plus avisé à mon avis. Après, évidemment, pour moi qui n'ai pas de problème avec le gluten ni le lait, enfin j'ai pas de problème avec le lait. Ensuite, je me suis dit je vais arrêter pour voir si ça va mieux ou pas. Donc j'ai arrêté pendant je sais plus 2-3 mois. Et au final, mon corps s'est habitué à ça et du coup, si j'en bois maintenant, je vais avoir des problèmes de digestion. Alors là, très minime par rapport à certaines personnes, mais je remarque, enfin je sais quand je bois du lait, je suis invité chez quelqu'un par exemple, il met du lait dans je ne sais quoi, je vais sentir dans ma digestion qu'elle n'est pas optimale comme normalement d'habitude et que je le digère moins bien. Après, donc maintenant je fais le choix de ne plus boire de lait. Après je conserve quelques fromages, mais le reste des produits laitiers, je ne consomme plus rien du tout. Par rapport au gluten, c'est très simple de savoir si vous avez une sensibilité ou non.
vous pouvez simplement faire l'essai de supprimer le gluten pendant 14 jours. Après ces 14 jours, si vous avez une sensibilité, vous vous rendrez très bien compte qu'il y a une nette amélioration de votre qualité de vie. Si c'était le problème de digestion, vous verrez qu'ils vont disparaître. C'est relativement radical chez certaines personnes, donc pourquoi pas essayer ça. Franchement, si 14 jours sans gluten, c'est pas l'enfer, hein. Et vous vous rendez très bien compte, est-ce que ça va mieux, est-ce que ça va moins, est-ce que ça va pareil qu'avant, qu'est-ce qui me pose problème. Après, que ce soit gluten, le lait ou autre chose, faites des expériences. Est-ce que je supporte ci, est-ce que je supporte ça, est-ce que mon corps tolère, je sais pas, les figues. Peut-être qu'en mangeant des figues, ça va pas, vous allez mal les digérer, donc il faudrait éviter de manger des figues tous les jours. Après, c'est clair que de temps en temps, on mange pas toujours ce qui est optimal, hein. Il faut aussi savoir se faire plaisir et puis savoir aussi un peu varier. Donc ça, c'est pour cette problématique. Donc évidemment, à vous de voir. Est-ce que vous le supprimez? Est-ce que vous le gardez? Voilà. Une petite parenthèse pour le gluten. Il y a possibilité, enfin moi j'ai testé que j'étais relativement sensible au gluten finalement, mais à mon avis, c'est personnel, je distingue deux types de gluten. Il y a le gluten, je vais dire ça, industriel, donc issu de processus d'un raffinage ultra fin, dans le sens où votre grain sera réduit à néant, il n'y aura plus de coque, il n'y aura plus rien, ce sera du sucre brut, ce sera de la farine très blanche, du pain très blanc, des pâtes blanches. Donc ça c'est vraiment du gluten, on va dire raffiné. Voilà, on va dire qu'il y a du gluten raffiné et du gluten naturel. Le gluten raffiné, est-ce que vous trouvez dans tous ces plats préparés, etc. Des liants pour sauce, ça pourrait être toute pâte, pain, des pâtes blanches, du pain blanc, des céréales très raffinées, vos Kellogg's, vos machins comme ça, là, à la cannelle, au miel, ou je ne sais quoi. Ça va être le gluten raffiné. Et je remarque que je suis beaucoup plus sensible à ce type de gluten que du gluten naturel, on va dire, que l'on trouve dans des céréales complètes. Par exemple, je prends des flocons d'avoine complets et je n'ai aucun problème de digestion avec le gluten. Alors que si je prends des flocons d'avoine qui sont ultra raffinés en poudre, ça va mal se passer. Pareil pour les pâtes, si je prends des pâtes à l'épeautre complètes, donc relativement foncées, je n'aurai pas de problème de digestion, alors que si je prends des pâtes blanches, j'aurai plus de problèmes. Donc vous voyez que j'aime bien différencier ça, parce que chez certaines personnes, je suis sûr que si elles suppriment tous ces plats préparés, elles n'auront plus de problèmes de digestion ou d'autres problèmes, de dérangement au final. Donc c'est relativement intéressant de savoir, d'avoir cette info. Après, évidemment, je l'ai obtenu comment? En testant, en n'ayant pas de problème. Donc j'ai une alimentation qui est bien, j'ai pas de soucis, et tout à coup j'essaye d'intégrer quelque chose qui pourrait être perturbateur. Donc typiquement ces flocons d'avoine, ça peut être des flocons de je ne sais quoi, d'un autre céréale, ça peut être... Et je teste, et j'en prends un petit peu, je regarde qu'est-ce que ça donne, un peu plus, et puis au final je me rends compte qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui se passe pas. La digestion évidemment impacte beaucoup la qualité de vie, en plus de la performance chez les sportifs. Donc évidemment si vous avez une mauvaise digestion, vous ne serez pas forcément bien dans vos baskets. Votre qualité de vie pourrait être mieux. Après, à voir. Pour vous nourrir sans ce gluten et ce lait, il existe différents régimes, différentes diètes, différentes façons de s'alimenter, différentes écoles. Appelez ça comme vous voulez, c'est juste pas un plan alimentaire à suivre, on va dire ça comme ça, c'est une direction. Il y a plusieurs directions à suivre, on va dire ça comme ça. Donc vous avez la direction paléo. Donc c'est hyper à la mode maintenant, c'est relativement lié au CrossFit. Et donc alimentation paléo, vous balancez les céréales et les produits laitiers, donc plus de gluten, plus de lait. De toute façon, donc c'est assez radical. Mais si vous êtes intéressé par une alimentation sans gluten et sans lait, vous pouvez vous diriger vers des recettes paléo. Elles respecteront ces deux principes. Vous avez également l'alimentation saignalée.
ou l'alimentation, ou la diète hypotoxique, quelque chose comme ça doit être, ou l'alimentation hypotoxique de Seignalais. Et là aussi, lui, il se dirige également vers la suppression du lait, des produits laitiers et des céréales. Et même il se dirige, dans le sens, sa diète penche beaucoup du côté végétal plutôt que animal. Il pensait que en limitant les produits animaux, on limiterait aussi les maladies. Cette réflexion s'avère être de plus en plus vraie. Donc pourquoi pas, à vous d'essayer. Renseignez-vous, alimentation paléo ou Seignalais ou diète hypotoxique. Allez voir si ça vous intéresse. En tout cas, ça peut être des guides et des directions à suivre en cas de, si vous voulez, comment dire, supprimer ces deux éléments. Pour beaucoup de personnes, supprimer le lait et le blé, c'est un enfer. C'est « Oh, mais je vais plus rien manger, il me reste plus rien du tout. Je pourrais plus manger de pâtes ni de pain. Mon bon fromage que j'adorais tant, je dois le balancer. Même la bière, c'est de l'orge, donc du gluten, je suis foutu. » Alors, il faut savoir qu'il y a de plus en plus de produits qui émergent, qui sont sans gluten et sans lactose. Après, par rapport à ça, je veux juste qu'on discute un petit peu. Il y a une grosse part de marketing derrière ces labels sans gluten et sans lactose. Le problème, c'est que les industriels se sont rendus compte que c'était à la mode. Très bien. Ils se sont dit, on plonge, on saute sur l'occasion pour créer des lignes sans gluten, des labels sans gluten, des labels sans lactose, etc. Donc, ils vont évidemment vous balancer des produits qui répondent à la demande actuelle, ce qui est globalement très bien, l'idée est bonne. Toutefois, prenons l'exemple, vous ne pouvez pas vous voulez pas manger de gluten, vous voulez des pâtes. Vous allez dans le rayon sans gluten, c'est de plus en plus, encore une fois, la mode, et vous prenez vos pâtes qui sont composées de farine de patate. Donc farine de patate raffinée, etc. L'indice glycémique est très haut, donc globalement pas mauvais il est mauvais pour la santé. Et on se retrouve également, tout comme pour le blé, avec des farines ultra raffinées et donc relativement, comment dire, qui influencent beaucoup la digestion également. C'est comme si on avait pré-mâché quelque chose puis on vous le donnait à manger, dans le sens c'est pas forcément le mieux. Donc avec peu de fibres, bref. En gros, on vous propose un aliment industriel avec du gluten et à la place, on vous donne un aliment industriel sans gluten avec les mêmes problèmes, sauf qu'il n'y a pas de gluten. Donc c'est pour ça que méfiez-vous avec ces labels sans gluten. Cette farine, on vous propose la farine de pommes de terre, je crois, qui est ultra blanche, ultra raffinée, ultra sucrée. Il n'y a aucun intérêt à consommer ce genre de choses. Donc si vous voulez remplacer le gluten, remplacer vos produits avec gluten par des produits sans gluten, consommez des produits, je ne sais pas, si vous voulez remplacer votre farine, il y a de la farine de patate douce, il y a de la farine de noix de coco, et il y a de la farine j'ai oublié le nom maintenant, de la farine de châtaigne, et grâce à ça vous pouvez faire de super pâtisseries, de super pains, et ça ne sera pas ultra raffiné, ce sera simplement naturel et normal avec des fibres et relativement complet. La farine de patate douce a un indice glycémique modéré à bas, donc c'est très bien. En plus, vous n'aurez pas l'impression de manger de la patate, je vous rassure, lorsque vous la mangerez. Donc, pensez à ça. Si vous voulez, vous pouvez faire du pain avec typiquement, mais si vous voulez, je sais pas, remplacer vos pâtes, vous pouvez manger des pâtes de lentilles, des pâtes de pois chiches, des pâtes à la quinoa, des pâtes au sarrasin, des pâtes aux haricots. Vous avez beaucoup d'alternatives saines et non ultra raffinées pour pour remplacer vos aliments avec du gluten. Donc voilà pour ces aliments sans gluten. Alors, petit rappel, privilégiez des aliments qui n'en contiennent pas plutôt que des aliments issus d'un label un peu trop industriel. Après, évidemment, à vous d'essayer, à vous de voir, à vous de vous renseigner et de faire le bon choix, enfin le choix qui vous paraît juste.
Ce que je veux, c'est simplement vous donner quelques informations pour avoir un autre avis, pour contrebalancer un peu ce qu'on vous propose, ce qu'on vous met sous les yeux tous les jours. Il existe également beaucoup de produits sans lactose, donc fromage sans lactose, etc. Globalement, je suis aussi contre, dans le sens où si vous êtes allergique au lactose ou vous ne pouvez pas manger de lactose, simplement n'en consommez pas. Ça peut certainement être un peu dur, toutefois, ne tombez pas dans une espèce de piège de, comment dire, d'acheter du fromage sans lactose qui a été filtré, ultra filtré, on sait pas vraiment comment ça s'est passé, c'est peut-être un peu trop chimique. Et par rapport à ça, par rapport à ce lactose, je vous rappelle que comment dire, dans certains fromages, certains fromages contiennent que très peu de lactose, voire aucun. Donc renseignez-vous par rapport à la teneur en lactose dans certains fromages. Vous verrez que vous pourrez manger des fromages qui ont subi des processus normaux sans pour autant vous gaver de lactose. Donc renseignez-vous par rapport à ça si ça vous intéresse. Donc ça, c'était pour la lactose. Ensuite, évidemment, la problématique du lait est toujours là. Et le lait, évidemment, un problème qui s'ajoute à ça, c'est l'éthique derrière la production de lait. J'en avais déjà parlé dans une vidéo sur la viande que j'ai sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Elle était plutôt bien construite, enfin, j'étais assez content de ma vidéo pour être honnête. Parce que je me pose un peu la question, est-ce que je continue, il faut que je conjugue mes verbes moi, hein. Est-ce que je continue à manger de la viande ou pas par rapport à l'éthique animale, par rapport au traitement des animaux lors du processus de fabrication de la viande. Et évidemment pour ce lait, nos amis véganes nous le diront, le veau, enfin la vache méba produit du lait. Et ensuite, au bout du deuxième jour, je crois, on arrache ce petit veau à sa mère qui évidemment n'est pas contente qu'on lui ramasse son enfant, donc qui, la plupart des cas, hurle et essaie de l'appeler pour qu'il revienne, mais il ne reviendra jamais. Donc voilà les coulisses de la production de lait. Évidemment, production de lait égale rendement, donc les vaches produisent de plus en plus de lait. On a sélectionné des vaches pour qu'elles produisent de plus en plus de lait. Et si vous pensez que boire du lait, ce n'est pas tuer un animal pour le manger, ben finalement, on sait que, logiquement, votre vache qui fait du lait, lorsqu'elle n'atteint pas un certain rendement, elle est envoyée, tout comme les vaches à viande, à l'abattoir pour être transformée en côtelettes. Donc, par rapport à ça, juste que vous soyez au courant de ça. Ensuite, par rapport au lait, il y a aussi des problèmes de... si vous envoyez des antibiotiques pour ces vaches, dans le sens qu'ils reçoivent des antibiotiques, ils reçoivent même dans certains pays des hormones pour optimiser leur rendement. Évidemment, ce n'est pas bon pour la personne qui boit ce lait, donc soyez juste conscient de ça. Et dernier conseil, si vous devez boire du lait, privilégiez du lait bio évidemment, ou d'un producteur local. Vous savez que la vache mange de l'herbe et non pas des graines ou de la poudre, je ne sais pas quoi, bourrée d'oméga 6. Donc assurez-vous auprès du producteur chez qui vous prenez votre lait que ces vaches sont bien nourries, enfin dans le sens qu'elles voient le jour un peu aussi, je pense que ça me semble essentiel. Et que évidemment, lorsque vous achetez vos produits laitiers, pensez également à acheter des produits issus d'une agriculture qui respecte ces animaux. Donc ça me paraît relativement intéressant. Évidemment, les compléments alimentaires, j'en avais parlé. Quand est-ce que j'en avais parlé? J'avais fait une vidéo ou un article. Évidemment, c'est aussi intéressant de consommer des protéines en poudre issues, lorsqu'elles sont issues du lait, de consommer des protéines en poudre bio, issues de lait bio. Lait non dénaturé par l'industrie fromagère, donc c'est le lait devient de la protéine en poudre et non pas le lait devient du fromage qui devient à son tour de la protéine en poudre, donc pensez à ça.
Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour ce gluten et ce lait. Si vous avez des réflexions, interrogations, questions, je l'ai déjà dit je crois, des commentaires, vous voulez partager votre expérience par rapport aux produits laitiers, par rapport au lait, vous n'êtes pas d'accord avec l'éthique derrière la production de lait, vous n'aimez pas l'industrie laitière qui est tant représentée en Suisse, enfin peu importe les commentaires que vous voulez faire, ou juste dire que c'était bien ou pas bien, ou que peu importe en fait, si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez le dire, dites-le, exprimez-vous. Ça me fera plaisir d'entendre que ça soit des commentaires positifs ou négatifs, tant que ça reste constructif. Alors voilà, c'en est tout pour ce 8e épisode de ce podcast. On se retrouve pour le 9e. Je ne sais pas encore qu'est-ce que sera le sujet. J'attends vos propositions avec impatience. Et j'espère que vous pourrez me guider à travers vos commentaires pour rejoindre vos envies et vos souhaits de sujets. Bref, j'arrête de m'enflammer. Je vous dis à la semaine prochaine ou dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Ciao!